On est dans un modèle fondamentalement socialiste d'expropriation et de collectivisation des biens. C'est en réalité une économie de l'expropriation et une économie de la confiscation des biens individuels par quelques grandes multinationales qui vont agir comme l'État en Union soviétique. Et ça, je ne suis pas sûr que ce soit bien clair dans l'esprit des gens, qu'ils n'auront plus rien. Bonjour Éric Verreg. Bonjour Michel. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Vous êtes diplômé en philosophie et en histoire, ancien élève de l'ENA, haut fonctionnaire, entrepreneur, mais aussi essayiste. Vous venez de publier un livre intitulé « Le Great Reset, mythe et réalité » que vous avez auto-édité et qui est disponible sur votre site Le Courrier des Stratèges. Tout à fait. Alors en fait, dans cet ouvrage, vous vous intéressez à un autre livre, vous décortiquez un ouvrage paru cet été intitulé « The Great Reset » qui a été écrit par Klaus Schwab, le fondateur du Forum de Davos, et par Thierry Malret, un ancien collaborateur de Michel Rocard. Est-ce que vous pouvez revenir sur le parcours de Klaus Schwab et de son co-auteur, nous les présenter rapidement et nous préciser l'objet du livre qu'ils ont écrit? Alors tout à fait. Alors, le parcours de Klaus Schwab et de Thierry Malret sont des parcours qui sont assez peu connus, parce qu'en réalité, ni Klaus Schwab, fondateur de Davos, ni Thierry Malret, qui vit dans la sphère de Davos, ne sont des personnalités totalement publiques. En tout cas pas en France, et même sur la scène internationale. Personnellement, il a fallu que j'attende d'entendre parler de ce Great Reset pour découvrir que le Forum de Davos avait été en fait créé dans les années 70 par un certain Klaus Schwab, qui est allemand, d'éducation allemande. Il est né en 1938 en Allemagne. Et puis il a fait une carrière d'ingénieur et dans les années 70, il a décidé de créer en Suisse d'abord un forum de management qui est petit à petit devenu le Forum économique mondial de Davos. Donc il faut voir qu'on est dans cette mouvance de ce qu'on appellerait éventuellement l'événementiel, c'est-à-dire de ces think tanks qui se créent, qui sont des think tanks d'entreprise, des think tanks de réflexion plutôt économique, plutôt managériaux, et qui petit à petit s'imposent sur la scène internationale comme des moments de communion, d'une certaine façon, entre des gens de plusieurs horizons qui ont intérêt à se retrouver ensemble pour échanger des idées. Ça, c'est le parcours de Klaus Schwab, qui est propriétaire à titre personnel du Forum de Davos. Donc il faut comprendre que le Forum de Davos, c'est d'abord une entreprise, c'est un business. Et ce business consiste à faire réfléchir ensemble d'autres entreprises. Et donc Schwab a l'habitude de travailler avec ce Thierry Malret, qui a un parcours très franco-anglais. En réalité, c'est un Français qui a fait une partie de ses études en Grande-Bretagne, qui a commencé au cabinet de Michel Rocard, donc il est dans la sphère de cette deuxième gauche, qui a aussi produit Dominique Strauss-Kahn, Pierre Moscovici, tous ces gens qui nous expliquent qu'ils veulent pratiquer une forme de socialisme libéral ou dit libéral, ou qu'ils prétendent libéral. Et Thierry Malret exploite aujourd'hui un média qui s'appelle The Monthly Barometer, donc qui est une espèce de passage en revue mensuel de l'état des marchés, qui lui permet de diffuser sa pensée auprès des cadres des grandes entreprises internationales. Donc on est vraiment sur deux profils qui font partie de ces gens qui ont fait leur business, leurs affaires, sur le principe que les grandes entreprises mondiales notamment ont besoin de têtes pensantes, ont besoin de conseils éclairés, et on est dans cette sphère-là, qui est une sphère d'influence. Il faut bien insister sur ce point parce que j'ai lu dans la foulée de mon livre beaucoup de commentaires de gens qui disent « mais en réalité c'est un peu comme la synarchie, il y a un complot, un cercle de gens qui décident dans l'ombre ». C'est pas comme ça que ça marche. On est dans ce qui relève du soft power, comme on dit, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire du pouvoir d'influence. Donc on est avec des gens qui n'imposent rien, qui n'ont pas de pouvoir réglementaire, qui n'ont pas de pouvoir décisionnel, qui se chargent juste de faire se rencontrer entre eux des gens qui ont besoin de se rencontrer, qui ont intérêt à se rencontrer, et ils vont injecter de l'idée, des ouvertures, ce qu'on appelle dans la foulée de l'Union européenne du mainstream. Ils vont se charger de bâtir un mainstream, un consentement ou un consensus
entre des gens venus d'horizons différents, mais qui ont des intérêts communs à défendre. C'est ça la mécanique. Donc, il n'y a pas de complot. Je sais que j'ai été beaucoup attaqué par des gens qui disent « mais enfin tout ça, il y a quelques personnes qui décident ». En réalité, il n'y a pas quelques personnes qui décident. Il n'y a pas de décision. Il y a des personnes qui mettent leur charisme ou leur carnet d'adresses ou leur capacité à réseauter en commun pour influencer les idées, pour influencer les décisions des décideurs. Mais tout ça se fait de façon très feutrée et très molle, entre guillemets, par rapport au pouvoir dur, hein, qui est le pouvoir de décision d'un gouvernement, par exemple. Ce qu'il faut probablement souligner, c'est que les idées du Great Reset, du livre de Schwab et Malray qui a été publié en juillet 2020, c'est-à-dire quelques mois après le début de l'épidémie, même quelques semaines après le début de l'épidémie, ces idées n'apportent qu'une nouveauté, c'est l'épidémie de coronavirus est une occasion de mettre en place les idées que nous avions avant. Mais le cœur système du Great Reset, c'est la référence au livre de Klaus Schwab, La quatrième révolution industrielle, qui est en fait la description de la révolution numérique. Et donc en soi, tout ça ne sont pas des ouvrages de grande théorie. Quand on les lit, on n'y découvre pas des choses auxquelles on n'avait pas vraiment pensé. On y découvre plutôt une espèce de compilation, parfois en termes un peu pédantesques, d'un certain nombre de lieux communs, de truismes, comme on dit, hein, de portes ouvertes qui sont enfoncées par les auteurs. Ces portes ouvertes, c'est quoi? Ça d'abord consiste à dire que nous sommes en train de vivre une révolution numérique qui va changer la vie. Ça, bon, c'est pas la peine d'aller à Davos pour le découvrir, hein. Et l'intérêt, c'est que ce livre compile, alors ça on le trouve particulièrement dans le Great Reset, on trouve une compilation relativement détaillée de toutes les technologies qui sont supposées changer la vie des gens et notamment qui sont supposées être utilisées par les gouvernements pour changer les comportements individuels. Et évidemment, au cœur de ce dispositif, au cœur de cet empilement de moyens, on trouve la surveillance généralisée qui est prônée par Schwab et Malray pour lutter contre le coronavirus. Cette surveillance généralisée, c'est quoi? C'est notamment comme à Singapour, c'est ce que dit Schwab et Malray, il faut que les gens soient obligés d'avoir une application sur leur téléphone qui les suit en permanence. Et si on découvre qu'ils sont malades, on doit pouvoir remonter le fil de leur déplacement et de leurs contacts pour aller vérifier que les gens avec qui ils ont parlé n'ont pas eux-mêmes été contaminés par la maladie. Alors on voit bien comment, et c'est tout le débat qu'on a eu en France sur Stop Covid, on voit bien comment, de façon écrite, ouverte, explicite, les auteurs du Great Reset considèrent que l'épidémie de coronavirus doit légitimer le recours à des outils qui existent et qui sont des outils de violation de la vie privée. Sachant que Schwab et Malray mettent cette idée du suivi, du traçage des individus, du traçage permanent, hein, il ne s'agit pas d'un traçage une fois par mois. Pour Schwab et Malray, il faut vraiment suivre en permanence tous les individus et savoir qui ils rencontrent dans la journée. Ils mettent ça en relation avec des outils de reconnaissance faciale. Donc Schwab et Malray plaident pour une utilisation, comme en Chine, des outils de reconnaissance faciale pour qu'on puisse notamment savoir qui dans la rue est passé à tel moment, qui a rencontré qui, etc. Donc ce qui est prôné, c'est vraiment la mise en place de 1984 de George Orwell, c'est-à-dire la surveillance de l'individu au nom de sa protection et au nom de la protection du groupe. Et ça, je crois que c'est intéressant pour les gens de le lire, alors peut-être pas en anglais parce que c'est un anglais un peu ingrat, mais de comprendre qu'on est dans la dystopie, c'est-à-dire dans la projection futuriste d'une société qui est vraiment cauchemardesque et abominable, hein, sachant que Schwab ajoute plusieurs de ses dadas. Alors, notamment, Schwab considère que la pandémie est l'occasion d'accélérer la transition vers un modèle de capitalisme écologique ou de société écologique. Donc il considère que c'est le moment d'imposer la rénovation énergétique des bâtiments, la rénovation thermique, c'est le moment d'imposer le modèle de l'économie circulaire,
Et je sais que notamment la semaine dernière et cette semaine, puisque le forum de Davos avait lieu de façon virtuelle cette semaine, il a prôné l'un de ses dadas qui est la suppression de la propriété privée et le recours à la location généralisée des biens. Et ça, c'est son fantasme, si vous voulez, c'est de dire que finalement on ne doit plus être propriétaire de rien, on doit juste être locataire ou utilisateur à titre temporaire. C'est le principe de l'économie circulaire. Je trouve ça très utile comme démarche parce que Macron a fait passer il y a 2 ans une loi sur l'économie circulaire, c'est le dada des écologistes en France, et c'est vrai que quand on vous dit l'économie circulaire, c'est le recyclage, c'est la récupération, c'est pour éviter de gaspiller, vous applaudissez dès demain en disant c'est génial, j'adore. On ne vous dit pas clairement que c'est l'expropriation de tout bien, c'est-à-dire que dès lors que les biens sont récupérés, ils ne vous appartiennent plus. Donc les écologistes ne nous disent pas clairement que l'économie circulaire, c'est en réalité une économie de l'expropriation et une économie de la confiscation des biens individuels par quelques grandes multinationales qui vont agir comme l'État en Union soviétique, si vous voulez dire ou en Chine. C'est l'État qui possède tout, et là, ce ne sera pas un État, ce sera un monopole ou quelques grandes entreprises cartellisées qui diront vous avez votre machine à laver, elle ne vous appartient plus, vous la louez. Voilà. Et votre télévision aussi. Et ça, je ne suis pas sûr que ce soit bien clair dans l'esprit des gens, qu'ils n'auront plus rien. Et que le jour où, comme Twitter avec Trump, la multinationale aura décidé de les bananer, de les bannir, eh bien, ils n'auront plus de machine à laver. Ils devront se débrouiller sans. C'est un outil de préparation de la mort sociale, ou en tout cas d'un extrême asservissement des individus. Et ça, je crois qu'il faut vraiment le dire. On n'est plus du tout dans un modèle capitaliste de propriété privée, on est dans un modèle fondamentalement socialiste d'expropriation et de collectivisation des biens. Vous évoquiez justement dans votre livre cette fascination plus ou moins avouée de Schwab pour le modèle communiste chinois et pour Xi Jinping, avec qui visiblement il a des bonnes relations. Alors, donc depuis plusieurs années, il y a une espèce de partenariat qui s'est mis en place entre Klaus Schwab et Xi Jinping, qui a été invité à Davos en 2017 de mémoire, et qui a été réinvité cette année, qui a fait d'ailleurs le discours d'ouverture de Davos, où il a dit que, en gros, la Chine était le rempart contre alors, toutes les horreurs, le nationalisme, l'instabilité internationale, et que la Chine était le rempart du multilatéralisme et le point de départ d'un monde nouveau. Donc ce qu'on n'arrive pas à savoir clairement, mais il faudrait investiguer, c'est la relation d'intérêt qui existe entre Klaus Schwab et le modèle chinois. Pour ceux que cette donnée angoisse ou rassure d'ailleurs, il faut préciser qu'il y a des adeptes du forum de Davos qui sont extrêmement choqués par cette espèce de parallélisme, d'amitié entre Schwab et Xi Jinping, entre la Chine et le Forum économique mondial. Et par exemple, George Soros, qui est un adepte de Davos, a beaucoup dénoncé la soumission de Klaus Schwab à la Chine et ne manque pas une occasion de dire que la Chine est la principale menace pour les libertés publiques. Ce avec quoi je suis d'accord et ce que j'approuve. Alors que vous n'approuvez pas forcément Soros sur d'autres points. Moi je ne suis pas dans le registre moral, je suis pour faire avec les choses, mais il faut savoir quelles choses, comment fonctionnent les choses. Et en effet, George Soros a aujourd'hui un projet qui est le même à certains égards que celui de Schwab. Là aussi, on le trouve dans le Great Reset, c'est la suppression des États-nations. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un débat de fond entre ceux qui considèrent que le progrès humain passe par la mondialisation, le mondialisme, et ceux qui considèrent que ce qui nous permet le mieux de maîtriser notre destin, c'est l'État-nation. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a ce débat, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le souverainisme, c'est vraiment l'idée que pour être libre demain, nous aurons besoin de nos bons vieux États-nations, et que dans le multilatéralisme mondialisé, internationaliste, régionaliste, que propose Biden, que Macron adore, que l'Union européenne incarne, en réalité, les peuples sont dépossédés de la maîtrise de leur destin. Donc, George Soros est clairement du côté des mondialistes. George Soros déteste l'État-nation.
Il fait assez peu mystère du fait que venant d'une famille juive hongroise qui a été décimée par la destruction massive des Juifs entre 1939 et 1945, il fait assez peu mystère du fait qu'il n'a pas beaucoup de sympathie pour les nationalismes européens. Hein, et donc il a clairement fait le choix de pousser tout ce qui conteste l'identité européenne ou l'identité des États-nations. Donc très clairement, George Soros finance, mais c'est pratiquement officiel, des gens qui militent beaucoup en France dans des associations de décolonisation, de racialisation, etc. Toute cette mouvance, les indigénistes, les décolonialistes, tous ces gens-là sont financés par George Soros. Et les mouvements, les bateaux qui vont secourir prétendument des migrants en Méditerranée sont souvent financés par George Soros. Tout ça est ouvert, il dit. Hein. Via l'Open Society. Notamment via l'Open Society, la fondation de George Soros qui milite beaucoup pour tout ce qui détruit l'idée d'Europe telle que nous avons pu, nous, la voir lorsque nous étions enfants. Hein. Et donc Soros n'a pas ma sympathie pour ça, mais Soros est très hostile au rapprochement avec la Chine. Mais il est sûr qu'il y a aujourd'hui des gens comme George Soros dans le monde qui s'inquiètent des ambitions internationales de la Chine et qui s'inquiètent de l'inclination que l'Europe peut avoir pour la stratégie chinoise. Donc même au sein de ces élites mondialisées, on voit que ce n'est pas un bloc en fait, qui va dans la même direction, il y a des factions qui ont des intérêts qui parfois sont concordants et parfois sont divergents. Je pense qu'il y a des gens qui ont un intérêt économique, un intérêt financier à diminuer le poids des frontières et à augmenter le poids des organisations multilatérales comme l'Union européenne, comme l'ONU, comme le Forum de Davos, encore que ce soit une ONG, donc une organisation non gouvernementale. Mais je pense qu'il y a des gens qui économiquement ont intérêt à ce qu'il y ait de moins en moins de barrières. On peut d'ailleurs dire pourquoi. C'est que nous sommes dans une phase dite de rendement décroissant du capital, et donc c'est de plus en plus difficile de faire des profits. Et donc, pour continuer à gagner sa vie, il faut aller toucher de plus en plus de gens, élargir sans cesse les marchés. Et évidemment, les frontières sont un empêchement à l'élargissement de ces marchés. Donc il y a une dynamique économique dans un certain nombre de détenteurs de moyens de production, comme disait Marx. Il y a une dynamique économique favorable à la suppression des frontières. Mais évidemment, certains ont plus intérêt à faire commerce avec la Chine, d'autres, comme George Soros, ont plus intérêt à faire commerce avec les États-Unis. Et donc il y a dans cet univers-là, qui est un univers qui est construit autour de la défense d'intérêts économiques, mais comme un syndicat de salariés défend l'intérêt économique de ses adhérents. Là, il y a des syndicats de patrons ou des syndicats de riches qui défendent les intérêts des riches ou des patrons. Simplement, ces intérêts-là sont pleins de divergences, forcément. C'est le principe du capitalisme. C'est ça qui fait l'intérêt du capitalisme. C'est que certes, il y a des riches, mais ils ne sont pas tous d'accord entre eux. C'est la différence entre le capitalisme et le nazisme ou le communisme, où il y a des puissants, mais ils sont tous d'accord entre eux. Nous, on a des puissants, mais ils sont tous divisés ou tous morcelés. C'est ce qui fait que leur pouvoir ou leur ambition est limitée, voilà, contrecarrée par d'autres. Mais donc il ne faut pas s'attendre à une unanimité. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la Chine parie beaucoup sur le multilatéralisme comme un instrument lui permettant d'accroître son influence dans le monde. Et qu'il est très probable qu'un Klaus Schwab y ait intérêt. Alors, il faudra un jour savoir quelle est la nature de ces intérêts. Et il y a un certain nombre de pays européens, on l'a vu en Grèce, on l'a vu en Italie, qui se disent que finalement les partenariats avec la Chine sont plus rentables, plus juteux, plus intéressants que les partenariats avec les États-Unis qui sont quand même dans une phase de déclin ou une phase de repli qui pose des questions. Donc il faut comprendre qu'en effet, il n'y a pas un grand complot avec des gens qui sont tous d'accord. Et en réalité, quand on lit ce livre un peu à l'envers, si vous voulez, entre les lignes, on comprend que la question fondamentale du Great Reset, c'est où ferons-nous du profit demain ? Dans un monde où les GAFAM ont confisqué l'essentiel de bénéfices de la valeur du commerce international,
dans un monde où on comprend qu'on va devoir consommer de moins en moins parce qu'on réchauffe la planète, on ne peut plus utiliser de charbon, on ne peut plus utiliser de voitures, de pétrole, de ressources fossiles, etc. Donc on va devoir se restreindre, on va devoir consommer moins. En plus, il y a des maladies, donc on ne peut plus aller au restaurant, on ne peut plus se parler, on doit vivre terré chez soi comme des rats, etc. Donc dans ce monde-là, comment on va continuer à gagner de l'argent? Et si vous voulez, c'est un fait que l'essentiel du profit des grandes entreprises dans le monde depuis la crise de 75, 74, depuis la crise pétrolière des années 70, l'essentiel du profit est fondé sur un modèle de surconsommation, de conneries. Il vous faut 3 téléphones portables, vous achetez aujourd'hui un morceau de viande, il est emballé dans du plastique, avec un plastique en plus un carton, plus un machin, plus un truc. Donc en réalité, et tout ça est jetable, hein, on vous vend des machines à laver qui durent 3 ans, on vous vend des biens à obsolescence programmée. Donc on voit bien que l'essentiel de la logique de profit sur laquelle nous tournons depuis le profit capitaliste tel qu'il se dégage depuis une trentaine d'années, il est fondé sur le gaspillage et sur l'obsolescence rapide des biens pour en acheter d'autres. C'est comme ça qu'on a conçu le... Donc on voit bien que ça ne pourra pas durer. Et donc la question de Schwab, ce n'est pas lui seulement qui se la pose, c'est aussi ses adhérents, ce sont les financeurs de Davos qui se posent la question. Leur question, elle est simple, elle est de se dire comment on fera si on doit arrêter de gaspiller? Comment on gagnera notre vie? Et donc la réponse qu'ils donnent, elle est de chercher des substituts. Et leur grande réponse, c'est de dire on va faire de l'écologie et on va transformer l'écologie en business. Et donc on va louer les biens aux gens. Et en réalité, de mon point de vue, donc sous les aspects de faire de la prospective, qui n'en est pas, l'idée est de dire de dégager un mainstream, d'influencer par un mainstream les décisions politiques, les décisions publiques, en disant mais le modèle de capitalisme de demain, qui est compatible avec ce que fait la Chine, c'est comme ça. On va faire de l'économie circulaire, on va surveiller les gens, on va créer des logiciels de reconnaissance faciale, on va faire du big data, on va gérer les data, etc. Donc de mon point de vue, c'est vraiment beaucoup plus l'œuvre d'une stratégie de faiblesse qui consiste à dire quel meuble on peut sauver demain, comment on fera demain pour sauver nos meubles. Et donc moi je l'interprète beaucoup plus comme le chant du cygne du capitalisme tel qu'on l'a connu. Je pense qu'on va évoluer vers un autre modèle. De mon point de vue, l'argent accumulé par des gens comme Bezos, qui est Elon Musk. Alors pour le coup, Elon Musk se tient à distance et évite trop de collusion avec cet univers-là. Mais Zuckerberg, Bill Gates, toutes ces fortunes constituées en 20 ans, 30 ans, qui sont colossales, comme on n'en a jamais connu dans l'histoire, de mon point de vue, ça n'est pas un modèle durable. Je suis convaincu que je fais très confiance au peuple. Et je suis convaincu que les peuples n'accepteront pas très longtemps cette espèce de totalitarisme des GAFAM. Ils demanderont leur démantèlement et les sources de richesse de ces entreprises, petit à petit, vont se tarir, en tout cas sous la forme actuelle que nous leur connaissons. Et justement, est-ce que vous pensez qu'en France, les prochaines élections présidentielles, ce sera un combat entre mondialistes, progressistes, contre souverainistes, populistes? Mais en fait, ça l'est déjà. C'est-à-dire que nous avons déjà, pour les prochaines présidentielles, un combat entre mondialistes et souverainistes. Alors, populistes, souverainistes, moi je crois qu'il y a du populisme chez Macron comme il y en a chez Marine Le Pen. Expliquer qu'on va lutter contre la crise, quoi qu'il en coûte, en dépensant, c'est du populisme. Expliquer aux gens qu'on n'augmentera pas les impôts et qu'on peut s'endetter. Et chaque fois qu'il fait une sortie, il promet un plan à 3 milliards, à 2 milliards, à 10 milliards. C'est faire croire aux gens que tous les jours, on peut sortir des milliards de sa poche sans jamais augmenter les impôts, c'est du populisme. Donc moi, ce débat sur le populisme, je crois qu'il y a un populisme macronien, il y a un populisme des élites, comme il y a un populisme des contre-élites. En revanche, la question qui est est-ce que notre avenir passe par l'État-nation ou par une adhésion de plus en plus profonde
à des systèmes de multilatéralisme comme l'Union européenne. Je crois que ce débat, on l'aura en 2022, mais on l'a déjà eu en 2017. Le second tour Macron-Le Pen n'est rien d'autre qu'un affrontement entre ceux qui considèrent que notre avenir est dans un bloc multilatéral régional comme l'Union européenne, et ceux qui considèrent que notre avenir est dans l'État-nation. Donc bien entendu qu'aujourd'hui, le sujet structurant, il est là. Ce qui n'est pas confortable, parce qu'on n'a pas clairement dit aux gens revenir à l'État-nation, ce que personnellement j'appelle de mes voeux, ça veut dire être compétitif. Donc il faudra oublier les milliards, les centaines de milliards qu'on met dans la sécurité sociale, les retraites, etc. Il faudra tailler dedans. Les régimes obligatoires de sécurité sociale ont dépensé en 2020 560 milliards d'euros. En réalité, on a les moyens de dépenser 400 milliards, pas plus. Donc il faudra apprendre à vivre avec un cinquième, un quart de moins de protection sociale qu'aujourd'hui, soyons clairs. Il y a au moins 150 milliards de trop dans la protection sociale en France. Il faudra les supprimer. Il en restera quand même 400 milliards. Vous voyez quelqu'un aujourd'hui qui est capable de l'emporter en 2022 ? Emmanuel Macron, pour une raison structurelle. On est à peu près sûr qu'il y aura un deuxième tour Macron-Le Pen. C'est statistiquement le plus probable. Ça ne veut pas dire que ça va forcément se passer comme ça, mais statistiquement, il est extrêmement probable qu'on ait un deuxième tour Macron-Le Pen. Macron a l'avantage du sortant et de la légitimité du chef, et Marine Le Pen est le refuge naturel pour tous ceux qui pensent qu'il faut rompre avec le système. Notre difficulté, c'est que le système a fait la démonstration de son incapacité à se réformer vraiment. Ce qu'on appelle réforme en France, c'est toujours de l'immobilisme. On va toucher à la périphérie du problème pour ne pas s'occuper du cœur. Donc, le problème de cette stratégie, c'est qu'en effet, aujourd'hui, on est sur un univers où on ne réforme pas, où on fait croire qu'on réforme et on fait croire qu'on bouge pour ne rien bouger. Donc les gens se disent on ne peut rien changer, sauf à faire une rupture, sauf à faire un choc. Et le choc, c'est Marine Le Pen. Personnellement, je pense que Marine Le Pen n'est pas une femme de rupture, mais beaucoup le pensent. En tout cas, ceux qui votent pour elle le pensent, ou s'accrochent à cette espérance. Quel sera le rapport de force entre les deux ? On peut avoir des surprises, mais il est un fait que Emmanuel Macron a derrière lui aujourd'hui une grande partie de la bourgeoisie dominante de ce pays, et que Marine Le Pen a contre elle une grande partie de la bourgeoisie dominante de ce pays. Et que mine de rien, être soutenu par le pharmacien, être soutenu par l'instituteur, être soutenu par le prof d'histoire, le prof de maths, être soutenu par le médecin, ça aide à être élu. Parce que les relais d'opinion en France ont beaucoup de mal à dire « je soutiens Marine Le Pen », et c'est quand même beaucoup plus facile de dire « je ne la soutiens pas » plutôt que de dire « je la soutiens ». Et ça, dans le rapport de force électorale, ça compte quand même. Et Emmanuel Macron, c'est celui pour vous qui incarne le mieux le projet mondialiste et qui défend le mieux les intérêts des élites ? Alors, en tout cas, il se présente comme tel. Emmanuel Macron, aujourd'hui, se présente comme l'homme qui défend, il l'a dit dans 150 discours, l'Europe des Lumières contre la barbarie, contre le repli nationaliste, les bienfaits de la France qui rayonne grâce à l'Europe, qui sans elle ne serait rien. Et donc, Emmanuel Macron n'a jamais fait mystère de son appartenance à cette culture du multilatéralisme, à cette culture du mondialisme. Avec cette nuance que, de façon assez curieuse, quelques semaines avant le début des Gilets jaunes, on l'a entendu dire, dénoncer l'État profond, visant essentiellement des personnalités proches des États-Unis, alors notamment des gens de son entourage. Sylvie Goulard, qui a été financée par un think tank américain, mais également la ministre de la Défense actuelle, à qui il a reproché, à mots couverts, mais pas si couverts que ça, de s'opposer à un dialogue constructif avec la Russie,
et de s'accrocher comme une moule à son rocher, s'accrocher au partenariat avec les États-Unis. Curieusement, quelques semaines après, Emmanuel Macron a été déstabilisé par les Gilets jaunes, sachant qu'entre-temps, il a aussi plaidé pour une défense européenne qui s'émanciperait du bouclier américain, ce qui avait suscité quand même une certaine colère chez Donald Trump. Donc on peut penser qu'Emmanuel Macron est aujourd'hui un peu prisonnier de son discours mondialiste, et que finalement, arrivé au pouvoir, il a compris que c'était un peu plus compliqué que ça la vie, que finalement les relations internationales ne pouvaient pas se résumer au camp du bien des multilatéraux et aux États voyous qui échappent au contrôle des États-Unis ou qui résistent à l'influence américaine. Il a compris que, voilà, je pense que Donald Trump lui-même l'avait beaucoup mieux compris que lui, puisqu'en réalité Donald Trump a mené une politique beaucoup plus ambiguë vis-à-vis de la Russie et vis-à-vis de la sphère russe qu'on ne le dit. Donc, je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron soit aussi naïf ou monolithique qu'à son arrivée au pouvoir, mais de fait, aujourd'hui, il incarne cette ligne qui part du principe que la France est un pays fini et que l'avenir est dans un ensemble qui nous dépasse et qui sera inspiré par les Lumières contre l'obscurantisme des États-nations. Il ne faut pas oublier que ce qui a porté la liberté, c'est l'État-nation. Au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, l'émergence de l'État-nation, c'est l'émergence de la liberté et de l'indépendance des peuples contre l'autoritarisme des régimes despotiques. Et on l'a oublié. En réalité, l'État-nation, ce qui a fait l'État-nation, c'est l'aspiration à la liberté. Vous parliez du flicage peut-être éventuel de tous les Français qui allaient venir. On sait qu'il y a le projet de loi de sécurité avec le fameux article 24 qui prévoyait par exemple la surveillance par drone et par reconnaissance et l'utilisation de la reconnaissance faciale. C'était dedans. Est-ce que finalement on n'est pas dans une dystopie qui se concrétise dans la vie des gens, dans la vie normale? C'est-à-dire qu'on n'est plus simplement dans des orientations de Davos, mais on est dans quelque chose qui s'ancre dans notre société. Alors, la loi de sécurité globale, en réalité, est une loi de régularisation d'un certain nombre de pratiques, puisque, par exemple, l'utilisation de drones pour faire de la surveillance de populations civiles, elle a été censurée, enfin dénoncée par la CNIL, la CNIL est allée voir la préfecture de police et a découvert que la préfecture de police utilisait des drones pour filmer les gens et les reconnaître, alors que la loi n'a pas été votée. Donc la CNIL a mis en demeure la préfecture de police et le ministère de l'Intérieur de se mettre en conformité avec le bloc réglementaire. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi de sécurité globale, et c'est pour ça que le gouvernement s'y est attaché jusqu'au bout, alors que le bon sens était de dire « j'abandonne, on en reparlera plus tard ». En réalité, il n'a pas de latitude pour le faire, puisque la loi vise à autoriser des pratiques qui sont déjà en vigueur. Et donc c'est vraiment une loi rétroactive d'une certaine façon, sur les drones, sur la reconnaissance faciale. Pour le cas de la reconnaissance faciale, ce que dit la loi de sécurité globale n'est pas qu'on a le droit de faire la reconnaissance faciale, c'est qu'on a le droit d'utiliser, d'envoyer en temps réel les données filmées par des drones. L'utilisation de logiciels de reconnaissance faciale relève du décret, donc du champ réglementaire et pas législatif, et ce décret a déjà été publié. Donc il y a une décision du Conseil d'État du 4 novembre 2020, rendue à l'issue d'un recours en excès de pouvoir lancé, je crois, par la Quadrature du Net contre les logiciels de reconnaissance faciale. Et le Conseil d'État a considéré que le gouvernement, la police, n'outrepassait pas ses droits en utilisant des logiciels de ce type, qui sont d'ailleurs très largement produits par des entreprises françaises, dont un bout est installé au Kazakhstan. Ça méritera un jour d'être expliqué. Donc, en réalité, la loi de sécurité globale est un peu un faux débat parce qu'elle vise à régulariser des choses qui se pratiquent dans le silence des textes ou sans autorisation légale, mais avec une autorisation décrétale. Et il faut savoir, enfin, il faut que les Français soient conscients que la reconnaissance faciale est utilisée par la police française. Nous sommes capables de faire la même chose que les Chinois, et ce n'est pas quelque chose d'inventé, c'est validé par une décision du Conseil d'État. Je peux même vous dire, c'est une entreprise française
qui a testé au Kazakhstan avec sa filiale kazakh un système de reconnaissance faciale. Vous savez, comme on voit dans les films de science-fiction, vous arrivez à l'aéroport, et il y a ça dans les films de science-fiction. Le gars, il arrive à l'aéroport pour acheter un billet, il y a une machine qui le regarde et qui sait tout de suite qui il est. Et donc, il peut être capable de dire si le passeport est vrai ou pas, parce qu'il y a une machine qui a sa photo qui dit ah, c'est Dupont ou Durand, et c'est pas Robert ou Martin. Donc ça existe, et une entreprise française a mené cette expérimentation il y a 1 an au Kazakhstan. C'est une entreprise qui, je crois, est très proche du ministère de l'Intérieur. Donc ça n'a rien de complotiste, c'est dans la presse. Il faut savoir lire le kazakh. Je ne vais pas donner à tout le monde, mais c'est tout à fait en vigueur. Et nous avons des intérêts financiers. Et le ministère de l'Intérieur a mis beaucoup de moyens pour développer ces entreprises et ces systèmes pour ne pas être en retard vis-à-vis de la Chine. Il est très probable que dans quelques années, on s'apercevra que la France est l'un des leaders mondiaux de la reconnaissance faciale et de la surveillance généralisée des populations. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À bientôt peut-être. J'espère.